Dear Valid people. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, ici Damien qui vous parle, pour vous dire que vous vous apprêtez à écouter une table ronde organisée par la métropole de Montpellier le 2 décembre 2023 dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette table ronde a été animée par Camille. Je vous souhaite une bonne écoute, chers auditeurs. Bienvenue, re-bienvenue pour cette troisième édition de la Journée internationale des personnes en situation de handicap portée par la métropole de Montpellier. Alors moi je suis Camille Kerneguez, je vais être votre animatrice du jour et je viens au titre de l'association Dear Valid People, en anglais, ça prend du temps. C'est une association qui donne la parole aux personnes concernées par le handicap. L'idée, c'est de mettre le handicap au goût du jour et de pouvoir en parler en déconstruisant pas mal d'idées reçues. Alors, la conférence, elle est enregistrée pour être ensuite disponible en podcast. Et vous pourrez la réécouter pour ceux et celles qui ne sont pas présents. Vous pourrez la partager. Ne faut pas dire de bêtises, en effet. Voilà. Alors, notre thématique du jour, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est la parentalité et le handicap. Alors, si Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient », est-ce qu'on devient mère et est-ce qu'on devient père? Est-ce qu'on devient parent ou est-ce qu'on est parent? Alors, il n'y a pas de mode d'emploi. Nous apprenons à l'être uniquement de manière empirique. Alors, la parentalité, ça va surprendre personne, mais c'est une expérience de vie à part entière. Vraiment, on apprend à vivre avec un nouvel être humain. On apprend à l'aimer, à le chérir, à l'éduquer. On apprend à le connaître, bien au-delà des attentes. Alors, il s'agit d'un droit universel, le droit de la parentalité. Avoir le droit de choisir d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Et les situations peuvent être diverses et variées. On peut parler de parents dits valides ayant des enfants en situation de handicap. On peut parler de parents en situation de handicap ayant des enfants dits valides. Et puis, on peut mixer tout ça, des parents en situation de handicap ayant des enfants en situation de handicap. La Convention internationale des droits des personnes handicapées, ratifiée par la France, rappelle que les personnes en situation de handicap ont le droit d'avoir accès à une vie affective, intime, sexuelle, et le droit à devenir parent, comme tout un chacun. Mais avant tout, le respect de la dignité des personnes est un droit fondamental, qui implique de considérer les moyens de l'autonomie, concrète et réelle. Alors, un exemple concret d'autonomie, c'est la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui est une aide financière attribuée par le département et qui permet de compenser les dépenses causées par une limitation ou une perte d'autonomie, dans le cadre du handicap en l'occurrence. Alors dans le cadre des parents en situation de handicap, la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, elle propose une PCH, donc prestation de compensation du handicap, une PCH parentalité, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Donc il s'agit d'une allocation forfaitaire attribuée par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Une allocation forfaitaire donc qui se compose de deux aides pour les parents qui sont éligibles à la PCH et ayant des enfants de moins de 7 ans. Il y a une aide humaine et ou une aide technique à la parentalité. Alors, c'était juste un petit aperçu de ce qui existe. Même si la PCH parentalité, c'est une grande avancée, elle nécessite encore des adaptations et des affinages afin de tendre vers une approche plus individualisée et familiale. Ça, c'est Agnès Bourdon-Buzyn, la représentante de l'APF France Handicap, l'Association des paralysés de France, qui en parle.
Et de plus, le comité parentalité des personnes en situation de handicap, dont plusieurs assos font partie, réclame que cette PCH elle ne soit plus seulement conditionnée par l'éligibilité à la PCH aide humaine, comme c'est le cas actuellement. Même si une personne qui ne bénéficie pas d'une PCH dans sa vie quotidienne peut en avoir besoin, c'est d'une PCH pour le soutien à la parentalité dont il est question. Alors, c'est notamment le cas pour des parents dits valides ayant des enfants en situation de handicap. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler plus spécifiquement. Pardon. Alors, qu'en est-il des dispositifs prévus pour les parents des enfants en situation de handicap Quelles sont les ressources et les informations dont ils disposent? Et avant cela, comment diagnostiquer le handicap dès le plus jeune âge, sans pour autant étiqueter ou enfermer involontairement l'enfant dans ses propres limites? Alors, nous allons porter un éclairage sur tous ces sujets avec les différents intervenants que voici durant la prochaine heure et demie. Alors la table ronde, elle va être découpée en 3 temps. On va essayer de s'y tenir. Le premier temps va être consacré au diagnostic, à la découverte du handicap. Le deuxième temps à l'accompagnement des familles. Et ensuite le troisième temps sur la période post-accompagnement. Qu'est-ce qui se passe une fois que les enfants ne sont plus enfants et deviennent adolescents? Chaque temps aura le droit à ses propres intervenants et interventions. Alors, tout de suite, je vais donner la parole à mes invités, à mes intervenants. Donc déjà, bonjour à vous tous. Merci d'être présents. Alors, Monsieur Daudet, bonjour. Vous êtes pédiatre au sein du CAMS, du Centre d'action médico-sociale. C'est ça? Il manque un P. Précoce, le plus important. Précoce. Bonjour. Sandrine Bruni, bonjour. Vous êtes AESH, accompagnante des élèves en situation de handicap. Maman également, parfois en situation de handicap, et formatrice. Graziella Civilta, bonjour. Vous êtes directrice de Capacité, donc il y a une association, un centre de préformation qui accompagne les ados maintenant, les jeunes ados en situation de handicap à trouver leur voie professionnelle. Annick Bonomo, bonjour. Vous faites partie, vous travaillez au pôle petite enfance de la métropole de Montpellier. Et Pamela Boutillier, bonjour. On vous connaît, vous étiez là avant, et merci pour ce merveilleux spectacle. Alors, tout de suite, on peut commencer donc dans le vif du sujet avec le diagnostic du handicap, la découverte du handicap. Peut-être, je vais vous laisser la parole, Monsieur Daudet, pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe au sein du CAMS, enfin déjà même en amont pour les parents. Ensuite, on donnera la parole petit à petit. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Le CAMS est donc une structure médico-sociale rattachée au CHU et faisant partie du service du département de neuropédiatrie. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service de néonatologie, le service de neuropédiatrie. Et dans ce cadre-là, nous avons des enfants qui nous sont adressés pour des problématiques de handicap ou des problématiques de très haut risque de handicap compte tenu de leur contexte de naissance. Par ailleurs, on a une forte collaboration avec les services départementaux de la PMI qui aussi peuvent nous adresser des enfants qui ont des problématiques développementales la première année ou les 2 premières années. Donc, comment ça se passe? Alors, au niveau du diagnostic, puisque c'est le sujet, le diagnostic est souvent fait avant l'arrivée au CAMS. Ce que nous essayons de faire, c'est de reprendre les éléments anamnestiques, c'est-à-dire les éléments historiques de l'annonce, parce que l'annonce est un moment très important. C'est vraiment un moment capital dans l'histoire du handicap de l'enfant et dans l'histoire de la famille. Cette annonce, elle doit être... alors, il y a eu plein de théories, plein de conseils donnés pour les annonces. Elle doit être très réfléchie, en fait. Et c'est souvent réfléchi au sein des équipes qui vont annoncer le diagnostic. Cette annonce doit être encadrée. Ça doit être un moment bien dédié à ça, dans une pièce dédiée à ça. Ça doit pas être une annonce qui se fait entre 2 portes, et surtout pas une annonce qui se fait par téléphone. On le voit encore.
Et ça laisse des traces, en fait. Ça laisse des traces, et c'est pour les parents, justement, après, pour rentrer dans la parentalité, parce que le respect de la parentalité, il est là dès le départ, dès l'annonce. On doit mettre les parents au centre de la problématique. Voilà, donc nous, on intervient souvent en deuxième temps. Alors, quelquefois, on a des annonces qui sont faites au cours du suivi CAMS. Je suis obligé de rappeler que le suivi des enfants que l'on a au CAMS sont des enfants qui ont entre 0 et 6 ans. Donc, il y a des enfants qui nous arrivent la première année ou juste à la sortie de néonatologie. Aurélie Almani, qui est la puéricultrice qui travaille au CAMS, vous en parlera tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, l'annonce, elle peut être reprise au CAMS, alors que c'est une annonce qui a été réalisée en néonatologie sur des lésions cérébrales, par exemple, ou bien en neuropédiatrie sur des diagnostics génétiques ou des diagnostics d'anomalies neurométaboliques. On reprend les choses parce que les choses sont compliquées et l'important, c'est que les parents comprennent. Et il faut avoir vraiment un discours médical qui s'adapte aux parents, que ce soit un discours clair, précis, et qui évite de poser un pronostic. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, vous voyez, on annonce des catastrophes en période néonatale, et puis l'évolution fait que cet enfant, il va bien aller. C'est très très difficile d'établir un pronostic dès la période néonatale ou lorsqu'on trouve un diagnostic. Alors, bien sûr, il y a des pronostics, mais même dans le cadre, par exemple, de la trisomie 21, vous avez des évolutions qui sont autant différentes que dans une population générale d'enfants. Donc, on ne peut pas tirer de pronostic par rapport à l'évolution. Et notre travail, pendant les 6 premières années, c'est de suivre cette évolution, de se rattacher au diagnostic étiologique. On connaît la raison du handicap, mais on ne connaît pas l'évolution. Et l'évolution, on va la marquer par ce qu'on appelle le diagnostic fonctionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est capable de faire cet enfant? Où en sont les parents de leur parentalité, justement, et de la découverte du handicap dans les premières années de vie? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose à chaque consultation. On revoit les dossiers tous les ans, ce qu'on appelle lors d'une synthèse. On fait un retour aux parents pour discuter du projet de vie. Et tout ça, ça remet en question chaque fois l'évolution, quelquefois le diagnostic. Et on peut revenir tout le temps sur la période de l'annonce diagnostique, qui reste souvent une période qui fait effraction dans la vie de ses parents, en fait. Et qu'on va tenter de réparer ou de soigner, mais c'est quelquefois très compliqué. Ça dépend aussi des parents. Il y a des parents qui évoluent très rapidement vers une acceptation, d'autres qui évoluent beaucoup moins rapidement. Et on a des parents, voilà, il faut les prendre comme ils sont, les parents, et il faut faire avec et les accompagner au mieux. Alors, on a toute une équipe au CAMS, hein. On a une équipe composée de pédiatres qui ont une orientation neurodéveloppementale. On a des pédopsychiatres, des psychologues, des psychomotriciens, des psychomotriciens, des kinés, des ergothérapeutes, et puis surtout une assistante sociale aussi. Vous parliez de la PCH. L'assistante sociale a un rôle clé central pour accompagner ses parents dans les démarches. Tout le monde sait que c'est des démarches souvent très compliquées. On va y venir, on va en parler sur la deuxième partie. Juste, je me permets de vous couper, je pourrais vous redonner la parole après, mais on parlait là du diagnostic justement des parents, de la découverte de cette forme d'étiquette qu'on pose. Est-ce que Sandrine Bruni ou Graziella Civilta, vous pouvez nous témoigner un petit peu de ce que ça a été pour vous? Peut-être Sandrine Bruni pour commencer. Moi je suis pour ma part maman de 3 enfants, donc porteur de 3 handicaps différents mais avec quelques points communs puisque c'est au niveau de troubles neurodéveloppementaux, donc une aînée multi-10 avec un trouble de l'attention,
donc un parcours voilà plus au niveau scolaire compliqué et une entrée dans l'apprentissage professionnel voilà accompagné en termes de confiance en soi, puisqu'en décalage constant avec ce qui est attendu par l'école. Une deuxième fille qui a 21 ans aujourd'hui, qui est autiste, avec un parcours mixte. Voilà, je l'ai beaucoup accompagnée au niveau de sa scolarité jusqu'au collège. En fin de collège, on a eu la chance de rencontrer donc Capacité, la Graziella qui est à côté de moi. Donc ça a été dit pendant le spectacle, ressenti, en tout cas moi je l'ai ressenti très fort, cette idée de belle personne, de lumière qu'on rencontre dans sa vie, qui donne confiance, qui redonne espoir. C'est un peu ce que je ressens en tant que maman. Et j'ai un petit garçon de 7 ans, donc vous parliez de trisomie 21 à l'instant, qui a été accompagné par le CAMS. Donc quand j'apprends le diagnostic, c'est difficile du coup voilà, ces 3 diagnostics qui sont très différents, que j'ai vécu de façon différente forcément, avec des périodes de vie différentes. Voilà, une époque de vie de femme aussi complètement différente. Pour l'aîné, on le découvre à l'école, le diagnostic est long à poser. En tant que parent, on découvre qu'il y a des choses qui sont compliquées, que l'apprentissage de lecture se met difficilement en place. Et puis, ce qui a été douloureux pour moi en tant que maman, c'est d'être témoin de cette souffrance de ma fille, de se sentir différente des autres. On parle peu souvent des enfants, de ce ressenti des enfants dit avec une différence légère, mais qui pour eux, quand elle est vécue, est importante à différentes tranches d'âge. Et puis aussi, là, je dirais un peu c'est ce que j'ai vécu en tout cas, je l'ai vécu comme ça, cette culpabilisation aussi. Déjà pour l'entrée à l'école, les portes en 2006, c'est compliqué parce que la loi de 2005 qui parle à l'époque d'intégration scolaire et non d'inclusion. L'inclusion est venue quelques années plus tard. Voilà, c'est compliqué et on est, voilà, je vais être un peu cash, mais on est en mode combattant en tant que parent. Parce que on entend beaucoup ce terme, vous êtes dans le déni, mais le déni pour moi, l'acceptation s'accompagne. Et en tout cas à l'époque où je découvre les troubles 10, les troubles de l'attention, votre enfant ne se concentre pas, votre enfant est incapable de lire, et puis de l'autre côté, mais vous vous êtes pas rendu compte que votre fille, forcément la deuxième elle a quelque chose puisque la première, donc il y a tout le temps c'est cette culpabilisation qui revient. Et puis après, on avance comme on peut avec ce qu'on a. On met, sa carrière de côté, sa vie de femme. Je peux pas, ce serait mentir de pas le souligner parce que il y a aussi le poids administratif. On découvre, il faut apprendre à écrire comme attendu. C'est ce qui a été, c'est ce qui a été retransmis aussi avec le spectacle et on l'entend très bien. Est-ce que juste je rebondis sur le mot de culpabilité, de culpabilisation. C'est intéressant parce que c'est souvent ce qui revient quand il y a des témoignages de parents ayant des enfants en situation de handicap, l'idée de la culpabilité. Donc peut-être je vous laisse Graziella Civiltà rebondir sur ce mot. Ah. Bonjour. Je vais peut-être pas parler de culpabilité tout de suite. Ok, allez, c'est pas grave. Donc voilà, sur la thématique, effectivement, l'annonce de la handicap, pour nous, ça a été très complexe, puisque en fait, on est passé par toutes les étapes. Donc, quand ma fille est née, on habitait en Italie, donc on est bilingue. Donc il y avait un retard général. Voilà, un retard général par rapport à
moteur et parole, mais rien de plus préoccupant que ça. Le premier diagnostic a été celui de épileptique. Elle avait 2-3 ans, premier EEG, et en sortant de l'hôpital, on m'a dit ne vous inquiétez pas, il suffit qu'elle prenne un traitement. Bon. Les 2 années qu'on suivit, donc elle a orthophonie parce qu'effectivement il y avait un retard de langage, et de là, donc en Italie, sur un centre spécialisé à Pise, on nous a dit un retard général. Bon, ça voulait tout dire et rien dire. Donc on est à ces 5 ans et demi, on est arrivé en France, et effectivement, donc il y avait, donc bien entendu en Italie, on me disait ne parler qu'une langue. Alors à la maison, on en parlait 3. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc en Italie, on n'a parlé que italien. Donc on est arrivé en France et donc on a dit ne parler qu'une langue, donc il a fallu apprendre le français. Donc nous avons appris le français. Donc ça facilitait pas effectivement sur l'apprentissage et sur le retard de la langue. On est arrivé en 2001 en France, et donc ça a été très 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 compliqué puisque on avançait un peu dans le vide. En tous les cas, moi et elle avec effectivement ces troubles d'apprentissage qui étaient conséquents, et des diagnostics en fait qui n'étaient pas posés. Donc on a, par rapport aux troubles du langage, on a été faire un diagnostic de dysphasie et qui a été rejeté, et ça quand elle avait donc 5 ans et demi, 6 ans. Et bon, on comprenait pas pourquoi en fait pourquoi effectivement il y avait quand même un retard de langage, vu que la dysphasie n'était pas posée. Donc j'ai continué à l'amener, des séances d'orthophonie toujours, et là je me suis rendu compte, c'était quand même étonnant, puisque donc 5-6 ans, apprentissage, écriture, lecture, et en fait elle écrivait de droite à gauche, et elle commençait à lire de haut en bas en diagonale. J'étais là, il y a un truc qui va pas là. Donc et pour les cubes, les puzzles, en fait c'était une complexité, un truc, voilà, je disais mais qu'est-ce qui se passe? Donc à l'orthophoniste, j'ai été la voir en disant il y a peut-être un trouble de dyspraxie. Et effectivement, donc bien plus tard a été posé le trouble de dyspraxie visio-spatiale. Et je vous parle de ça, voilà, bien 2 années se sont écoulées. Donc effectivement, on avait au moins un premier trouble de posé, un trouble dyspraxie. Voilà. Les années se sont passées, donc, mais tout n'expliquait pas en fait le comportement général et l'évolution de ma fille, qui en fait en Italie, certaines personnes avaient suspecté des troubles autistiques. Donc c'est seulement donc elle a fait une classe spécialisée, une école, la Tour des Pins, je ne sais pas si vous connaissez, à Montpellier. Donc parce qu'en fait quand on arrive en France, elle a commencé une école primaire ordinaire. Ça se passait pas trop bien, justement, les retours avec les instituteurs. Mais qu'est-ce qu'elle sait faire, votre fille? Mais elle sait rien faire. Elle sait faire plein de choses, en fait. Donc, donc on a trouvé l'école de la Tour des Pins, qui l'a bien accompagnée jusqu'en son entrée en 6e ordinaire. Et de là, ça a été très très violent, puisque l'éducation, dans cette école ordinaire, en fait, il n'y avait pas en fait d'accompagnement dans l'aide des cours. Donc une école, donc après une ouverture, donc j'ai réussi à ouvrir en fait pas moi, moi j'ai rien fait. Donc mais j'ai fait le pilier en fait à l'Éducation nationale pour avoir une ouverture d'une classe Ulysse, parce qu'en fait il y avait énormément de jeunes à côté dans mon entourage qui étaient sans solution. Et une classe expérimentale Ulysse a été ouverte. Donc dans un collège, ça s'est très mal passé, et donc je l'ai retiré du collège et je l'ai mis en IME.
en me disant qu'il allait y avoir un peu plus de sécurité, elle serait mieux. De là, en fait, Graziella, je fais une pause parce que on va y revenir justement après sur les IME, enfin en tout cas sur une fois que l'enfant est plus âgé, mais peut-être juste quand même pour revenir sur l'école et l'école ordinaire et même avant ça au niveau de la crèche. Annick Bonomo, est-ce que vous pouvez Je voulais simplement finir sur la pose du diagnostic. En fait, à 15 ans, elle a refait donc un diag en fait autiste. Qui a été rejeté, et donc c'est simplement donc ma fille aujourd'hui a pratiquement 28 ans, donc c'est simplement il y a 2 ans un autre test d'évaluation autiste a été refait, donc toujours là rejeté avec une suspicion de TDAH. Donc le diagnostic TDAH a été posé l'année dernière à ses 26 ans révolus, avec une dysphasie approuvée. Donc ça veut dire qu'effectivement là on est 26 ans en fait de souffrance pour elle. Et quand on lui a dit si tu as un TDAH, en fait elle m'a dit là je me reconnais effectivement. Voilà. Oui. Le diagnostic très très tardif si on peut dire. Annick Bonomo, c'est un peu ce que vous allez dire aussi, que le diagnostic parfois est tardif et qui, en tout cas, il est parfois tardif. Il est surtout rarement fait à quelques mois de vie, sauf si il y a eu un incident auparavant. Donc, il y a deux situations qui se présentent en crèche. Soit la famille, quand elle inscrit l'enfant, il y a déjà un diagnostic qui a été posé ou qui est en cours, et c'est verbalisé par la famille. Et dans ces cas-là, on va dire nos grilles d'attribution des points, nos grilles de critères permettent des attributions de points supplémentaires parce que tous les enfants ont une place en crèche, quel qu'il soit. Donc, dans ces cas-là, la famille est reçue avec la référence santé accueil inclusif pour essayer d'évaluer l'amplitude horaire qui irait le mieux pour l'enfant, le nombre de jours qui conviendrait mieux, parce que si l'enfant a des soins, s'il a des rendez-vous, c'est peut-être pas une inscription pour une crèche complète, tous les jours d'accueil. Si l'enfant a déjà des troubles ou comment ça s'appelle, un appareillage où il va être un fauteuil à un moment donné, mais on va essayer de cibler la structure qui est la plus adaptée. On va peut-être pas choisir une crèche où il y a un étage où il faudra porter systématiquement l'enfant. On va peut-être pas choisir l'établissement qui a pas pu être mis en conformité parce que il y a 2 marches ou plusieurs fois 2 marches dans la structure et que ça va poser des difficultés aussi à la famille. Donc dans ces cas-là, voilà, il y a un premier rendez-vous, il y a un point qui est fait, il y a le comité d'attribution des places qui a lieu. Une place est donnée à la famille et de nouveau c'est le rendez-vous avec la directrice de la crèche, la RSAI, pour mettre en place un PAP, un projet d'accueil merci, personnalisé et qui permettra alors qui est fait soit à l'initiative de la crèche, soit à l'initiative du médecin qui suit l'enfant. En tous les cas, toutes les parties, la famille, toutes les parties sont considérées et ça sert un peu à poser ce qui a besoin d'être connu et les intervenants qu'il y a auprès des enfants, parce qu'il y a des liens qui sont indispensables pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir partager les évolutions de l'enfant. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième, c'est la plus courante en crèche. L'enfant, il arrive comme tout enfant, et puis soit très vite, soit plus tardivement, puisque on va dire dans beaucoup de cas, l'enfant il arrive, il a juste 3 mois, soit très vite, soit dans les années qui arrivent, il y a des choses qui interpellent l'équipe, soit dans le développement parce qu'il est pas il est différent des autres enfants, soit ça peut être des
troubles de la concentration, des troubles du comportement, ou dans les interactions avec ses pairs, ou dans la difficulté à faire vraiment un jeu, mais juste les toucher, passer d'un jeu à un autre, hein, voilà. Donc quand les équipes repèrent ça, elles le partagent. Et la directrice, alors en fonction des éducatrices ou des puéricultrices, elles vont aussi faire des observations, et il y a ce lien qui a été fait d'emblée à l'inscription. Et continue à se tisser avec les familles. Il y a des échanges là-dessus. Est-ce que votre enfant à la maison il fait comme ça? Est-ce que puisqu'à la maison il fait pas forcément pareil qu'à la crèche. À la crèche, il est en collectif, il est parfois contraint. Il y a un rythme. Voilà, on peut pas s'attacher toute la journée à qu'un enfant, puisqu'ils sont plus nombreux. Donc l'enfant, il se montre différent. Et donc c'est un peu ça qui va être recherché, questionné auprès des familles, comment l'enfant, lui, il fait à la maison, comment le parent y répond. Et en fonction, il y a plusieurs pistes. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'écrans à la maison. Et donc il va avoir un accompagnement, parce que les écrans, chez les enfants, ça entraîne un retard et souvent des troubles qui peuvent s'apparenter à des troubles autistiques. Enfin, on voit que l'enfant, il se développe pas comme les autres. Et donc, si c'est sur les écrans, on va essayer d'accompagner les parents à diminuer ces temps d'écran, voire les supprimer autant que faire se peut, parce que c'est peut-être difficile pour eux aussi de les supprimer. Et en tous les cas, ça va permettre d'accompagner le parent et l'enfant. Il n'y a rien de très particulier, il n'y a pas d'écran spécialement à la maison, et puis les parents, ils s'en rendent compte, ou ils s'en sont pas rendus compte non plus, qu'il y a des petites choses différentes. Et à ce moment-là, on continue à dialoguer avec eux, mais on fait intervenir la psychologue de la crèche ou la psychomotricienne, ça dépend de ce qu'on va voir. Elles vont aussi faire des observations, soit c'est sur les interactions, soit sur son développement global, soit c'est sur des temps particuliers, et il y aura des retours à la famille jusqu'au moment où on aura, dans ce maillage, on aura croisé les regards, et à un moment donné on aura peut-être des pistes, et il sera proposé à la famille de se mettre en lien avec le médecin traitant pour peut-être qu'un diagnostic, que l'enfant rentre dans un parcours de diagnostic, soit à travers la PCO, soit le MPEA, enfin. Mais c'est le médecin qui sera le maître à la manœuvre de cette partie-là. Le travail en collaboration avec donc l'équipe éducative, l'équipe médicale ou médico-sociale, on va en parler justement, et on va passer à l'accompagnement des familles. Donc j'ai demandé aux autres intervenants de se rapprocher et venir sur la scène progressivement. Est-ce que peut-être déjà sur cette première partie vraiment purement découverte du handicap diagnostic, est-ce qu'il y a une question, une intervention? Ok, on passe à la suite donc. Ça se lit de toute façon. Donc Anouk Faure, vous êtes au pôle petite enfance également de la métropole de Montpellier. Vous êtes un peu derrière moi, mais sans tomber. Solange Colas, vous êtes chargée de communication et de partenariat à Halte Pouce, une association qui accompagne les familles justement. Et Aurélie Alemani, vous êtes au CAMS avec Monsieur Daudet, et donc puéricultrice, on en a parlé juste avant. Alors justement, peut-être c'est à vous que je vais donner la parole pour commencer. Comment ça se passe donc pour l'accompagnement des familles? Vous nous en avez parlé brièvement tout à l'heure, Monsieur Daudet, au sein du CAMS. Bonjour. Moi, je suis puéricultrice, donc... Collez bien le micro. Je suis puéricultrice, j'ai pas l'habitude de parler au micro. Pas de problème. Donc, j'interviens surtout chez les
tout petits enfants, donc ceux dont le docteur Daudet parlait tout à l'heure, qui arrivent au CAMS par le biais de la néonate ou vraiment dans les premiers mois de vie. Donc, je vais d'abord vous parler de ça. Donc, en fait, je rencontre les familles dès la néonate quand on voit qu'autour de la naissance, il y a eu des problématiques, ou alors chez des enfants qui sont extrêmement prématurés et qui sont à très haut risque de développer un handicap, ou alors des enfants pour qui, avant la naissance ou dès la naissance, un diagnostic génétique a pu être posé. Je rencontre les familles pour leur présenter le suivi qu'on propose sur le CAMS de Montpellier, qui est un petit peu particulier, parce qu'il commence dès la sortie de l'hôpital, avec des visites à domicile depuis quelques années, justement pour venir accompagner les parents dans devenir parents, ce que vous disiez tout à l'heure, et dans cette parentalité qui est un petit peu différente. Alors, l'objectif, ça va être d'essayer d'accompagner ces parents qui ont été quand même très éprouvés dans les mois autour de la naissance, pour leur permettre de voir aussi leur bébé sous un œil différent et de pas voir que le possible handicap ou que ce qui va pas, mais aussi de pouvoir les accompagner à voir leur bébé qui se développe aussi, qui progresse, et de vraiment valoriser ce travail qu'ils font eux en tant que parents auprès de leur bébé et qui porte ses fruits en fait. Donc vraiment de voir l'évolution et la progression de leur bébé et de pas voir essentiellement que ce qui va pas. Parfait. Alors, l'évolution, la progression du bébé ou en tout cas de l'enfant à Halte Pousse, est-ce que ça ring a bell? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Alors nous, on intervient sur tout le département avec un objectif, c'est d'apporter du répit aux familles sous tous les angles, quel que soit l'âge et quel que soit le handicap. Alors comme le disait le docteur Daudet tout à l'heure, des fois le diagnostic est posé. Des fois, il est posé d'ailleurs tous les jours parce que c'est dégénératif et que c'est tout le temps une annonce finalement. Et puis des fois, il n'est pas posé. On a des familles qui arrivent après des errances médicales ou administratives difficiles. L'idée principale, c'est que la loi 2005 propose aux familles, enfin autorise les familles à gérer un projet de vie pour leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez un enfant de 8-9 ans qui va très bien, mais est-ce que pour lui vous faites un projet de vie? Pas forcément. Eh bien, quand on a un enfant handicapé, il faut faire un projet de vie. Et un projet de vie, ça fait partie de dossiers à la MNPH. C'est douloureux à faire. Pour certaines familles, elles peuvent le faire, d'autres non. Donc, on intervient sur cette partie-là parce qu'elles ont des droits et des devoirs, ces familles-là, et elles ne connaissent pas en fait. Elles tombent dans. Moi, j'utilise souvent l'image d'Astérix. On tombe dans la marmite, mais on n'a pas la potion magique, et ou une voiture sans GPS. C'est-à-dire qu'un projet de vie, ça s'organise. Il faut savoir qui fait quoi, où, quand, comment, à quel moment, quels sont justement ses droits et ses devoirs. Et donc, c'est une partie très très importante que de donner à ces familles les outils nécessaires et de participer avec elles à la réflexion de ce qui peut s'envisager justement en termes d'évolution. Un enfant, ça bouge tout le temps, ça évolue tout le temps, et de connaître nous-mêmes très bien le réseau médico-social, social, sanitaire, scolaire, connaître toutes les méandres de tout ce système, parce que c'est de l'hébreu pour les familles. Elles parlent en acronyme, tout le monde parle en acronyme. C'est un système complètement opaque et qui manque beaucoup de fluidité et de transversalité. Notre boulot à nous, c'est d'être dans cette transversalité-là et d'accompagner ces familles dentelle par dentelle, situation par situation. Donc pour ça, nous avons un pôle social qui est souvent interpellé par les professionnels d'ailleurs du secteur qui rencontrent une situation difficile. Nous avons un pôle répit où nous suivons à peu près 80 familles chez qui on peut mettre en place des situations alternatives de répit au domicile ou à partir du domicile, souvent avec un profil éducatif. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des centaines d'enfants actuellement dans l'Hérault qui ont des notifications sans effet, d'accord? Ils sont à la maison. Ils ont entre 3 et 16 ans. Je parle de centaines d'enfants, d'accord? Que ce soit en établissement médico-social ou en CESAD. Pareil pour les enfants à l'école, beaucoup d'entre eux ne sont scolarisés que sur 2 demi-journées par semaine. Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? La parentalité, elle est très très bousculée dans ces cas-là. Le couple, la fratrie, la situation professionnelle, parce que quand on a personne ne veut de son gamin, faut bien s'en occuper. Donc réduction du travail, paupérisation probablement, réduction de la vie sociale, dépression, enfin, il y a beaucoup de conséquences derrière sur une famille.
Donc c'est très très important de leur apporter aussi des solutions alternatives pour qu'elles puissent se ressourcer et puis éventuellement retrouver un emploi, retrouver d'autres dynamiques. Donc ce pôle répit est important. Nous avons aussi un PRH qui est un pôle ressources handicap qui va mettre en place toute une dynamique à propos de l'inclusion de l'enfant, quel que soit son handicap, en milieu ordinaire. Donc crèche, centre de loisirs, séjour de vacances, etc. Et ça, c'est un service qui a été largement et même complètement, pratiquement complètement financé par la CAF sur l'ensemble du département. Et puis nous associons à ça un service de formation pour former les professionnels du milieu ordinaire qui sont susceptibles d'accueillir ces enfants différents. Parce que la réponse est souvent les familles qui viennent nous voir à ce titre-là ont déjà eu 2 ou 3 portes dans le nez et des fois la réponse est de dire ah ben il y a plus de place, comme ça c'est réglé, c'est plus facile de dire ça que de se prendre le chou et de savoir comment on va faire. Et ou alors on n'est pas formé pour. Ah, vous n'êtes pas formé pour, ben ça c'est pas un problème. On va vous former. Voilà. Donc ce pôle formation a pris naissance déjà depuis quelques années, il monte en force et il est sollicité par les communes en fait, qui ont des équipes d'animation sur leur territoire. Voilà. Donc c'est une association qui s'appelle Altepousse. Vous avez des dépliants sur la table là-bas. C'est vraiment on ne se substitue à aucun parent. Chaque parent a son projet. Notre boulot à nous, c'est de l'accompagner. Point. Donc et de faire du lien avec les autres professionnels du département. Alors je suis à votre disposition si vous en avez besoin, mais c'est vrai que la réalité du terrain, elle est violente. On va de plus en plus vers une société inclusive, mais on n'en a pas tout à fait les moyens, c'est le moins qu'on puisse dire encore. C'est très bien d'y aller, mais on va aller de plus en plus vers des solutions alternatives et complémentaires. Donc c'est très important que l'ensemble des professionnels travaillent dans ce sens-là. Voilà. Altepousse, juste pour rappeler, c'est une association qui existe depuis 18 ans et vous accompagnez plus de 450 familles. On est à peu près à 450 ou 460, ça monte tous les ans. Et on est 13 maintenant dans l'équipe. Donc on est là pour toutes les familles. Donc ici, un nouveau Damien, cher auditeur, c'est pour vous dire que pour des raisons techniques, nous avons dû couper la table ronde en 2. Je vous invite à écouter la suite le mois prochain. Bonne journée. Dear Valid people. Dear Valid people.